Merci d'être là aussi nombreux pour un débat qui s'annonce passionnant et avec des invités prestigieux. Le débat, c'est sur la puissance des mythes. Autant dire qu'on va interroger toute la narration et toute la fiction depuis les origines. Vaste programme en 1h15. Et on a avec nous des auteurs pour parler du mythe et donc de la question de qu'est-ce que c'est que le mythe et surtout comment ils l'utilisent et ils y font référence dans leurs livres respectifs. Qu'est-ce que ça leur apporte dans leur narration? On va aborder beaucoup de thèmes, mais surtout, qu'est-ce que ça va leur permettre de dire, ces mythes, de choses qu'on ne connaît pas encore. Et on a, dans nos invités, des auteurs venus d'horizons extrêmement différents. Et disant ça, je pose la question, sont-ils vraiment différents? En face de moi, Patrick Chamoiseau, pardon de repartir de 1992 et du Goncourt, parce que votre œuvre elle est protéiforme et extrêmement prolifique, mais c'est quand même un événement marquant. Vous êtes essayiste, romancier, vous avez écrit du théâtre, vous avez écrit pour la jeunesse, et le dernier livre en date, c'est Les 9 consciences du mal fini, publié en 2009 et disponible en folio. À sa droite, Robin Hobb. Alors Robin Hobb, elle n'est rien moins que comparée à Tolkien. Donc pour les spécialistes de romans d'aventure et de fantasy, c'est quand même la référence. Elle a écrit plusieurs séries. La Citadelle des Ombres qui rassemble, notamment la Citadelle des Ombres qui rassemble tous les volumes de l'Assassin Royal. Et la dernière série en date, c'est La Cité des Anciens, en 3 volumes. Et le 3e volume, ils sont sortis en France chez Pygmalion. Et le 3e volume est sorti en mars 2011. Et tout proche de moi, Ian MacDonald, qui vient d'Irlande du Nord. Et lui, c'est pas la fantasy, c'est la science-fiction qu'il investit. Et les anglo-saxons et la presse le considèrent comme le plus grand auteur de science-fiction de sa génération. Donc c'est beaucoup de pression pour moi tout ça. Moi, la première question que je me pose, et je vais la poser à Patrick Chamoiseau, c'est un point de définition sur le mythe qui m'apparaît comme étant la matrice de toute histoire. Et pour moi, elle est indissociable du conte. Et tous ces auteurs qu'on a autour de la table sont des conteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Patrick Chamoiseau? Et quelle est votre vision du mythe? Qu'est-ce que c'est pour vous que le mythe? Et qu'est-ce que c'est pour vous que le conte? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est plié? Oui. Merci de me donner la parole. La question du mythe est indissociable je dirais, de tout l'imaginaire humain. Le processus est le suivant, c'est que lorsqu'une communauté d'Homo sapiens essaye de légitimer sa présence sur un territoire, Homo sapiens commence par se raconter des histoires. Et la première histoire que ce groupe va se raconter pour légitimer son espace, ça va être une genèse, c'est-à-dire une création du monde. Toutes les genèses sont des récits, on raconte une création du monde. À partir de cette création du monde, la communauté de Sapiens va élaborer un mythe fondateur. Le mythe fondateur, c'est le point de départ de la communauté. C'est un récit, c'est encore une histoire où on a les ancêtres fondateurs, le premier guerrier, le premier ci, le premier ça, qui représentent un petit peu les pères de la communauté.
Et le mythe fondateur va entraîner tous les autres mythes. Hein, c'est le mythe fondateur qui va être le point de départ de tout un déploiement de récits. Et le mythe fondateur va entraîner de manière horizontale toute une série de mythes annexes qui vont s'alimenter du mythe fondateur. Et tous ces mythes annexes vont développer de récit en récit l'histoire de la communauté. Donc on a une structure très particulière, on a le récit de la Genèse, le récit du mythe fondateur, le récit, l'histoire de la communauté qui par la suite va donner l'histoire nationale, la grande histoire nationale avec un grand H. Et de cette histoire nationale vont naître les récits, hein, toute une arborescence de récits dans lesquels on va trouver les contes et on va trouver par la suite toute la littérature orale qui précède la littérature écrite et par la suite toute la littérature écrite. Ce qui fait que le mythe est une tentative d'explication du monde. À quoi ça sert que la communauté de Sapiens se raconte toutes ces histoires? C'est que de la Genèse, du mythe fondateur, de l'histoire de la communauté obtient une sorte de légitimité sur son territoire et c'est ça qui, d'une certaine manière, permet de considérer que ma langue c'est la meilleure, mon Dieu c'est le meilleur, ma manière de faire c'est la meilleure, etc. On a une sorte de légitimation divine qui se fait à partir de tous ces récits. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que Sapiens habite à 80% son imaginaire. C'est-à-dire que Sapiens passe plus de temps à habiter ses récits qu'à habiter le réel. Et c'est pourquoi nous sommes jusqu'à aujourd'hui, nous sommes absolument sensibles au fait que dès qu'il s'agit d'un récit, hein, on va vous raconter une histoire, nous sommes attentifs, nous sommes disponibles et notre intelligence s'ouvre. Alors quelle est la différence entre le mythe et le conte? C'est que le mythe, fondamentalement, est lié à toute une structure symbolique, une sorte de cosmogonie, une explication du monde, une explication des divinités, une explication des forces invisibles, et le mythe est lié à cet ensemble symbolique. Alors que, par la suite, tous les mythes annexes et tous les récits, et donc les contes, vont se détacher de la structure symbolique pour entrer dans le quotidien de la communauté et tenter d'explorer certains aspects dans un angle en général normatif. Hein. Le conte transporte toujours une manière de se comporter, une manière de vivre, une manière de réagir. Alors, en ce qui concerne les Antilles, c'est très particulier. Parce que moi, je viens d'un pays qui est un pays composite, un pays créole, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les civilisations américaines qui sont nées de la colonisation et de l'esclavage, ce qui s'est produit, c'est qu'un créole américain comme moi, comme Césaire, comme Faulkner, comme Carpentier, en fait, tous ceux qui font partie de l'archipel des Caraïbes et qui font partie des différentes Amériques, le créole américain ne dispose pas d'une genèse ou d'un mythe fondateur ou d'une histoire. Le problème pour nous, qui devons nous aussi d'une certaine manière prendre le relais de tous ces récits, c'est que pour comprendre ma situation, moi en tant que Martiniquais, je suis obligé de mobiliser toutes les genèses amérindiennes, les genèses des colons européens qui sont venus, et les genèses, donc les récits fondateurs que les ethnies africaines ont ramenés de par le bateau négrier. Et pareil pour le mythe fondateur, pour la civilisation américaine, il n'y a pas un mythe fondateur, il faudrait mobiliser ou tresser ensemble tous les mythes fondateurs de toutes les communautés qui se sont trouvées. Donc nous sommes vraiment dans une situation composite. Et ce qui est assez extraordinaire pour les communautés antillaises, c'est que le point génésique, le point de départ pour nous n'est pas la genèse ou le mythe fondateur. Le point de départ pour nous, le lieu fondateur, c'est le conte créole. C'est le conteur créole. Pourquoi? Parce que toutes les genèses annulent la genèse, tous les mythes fondateurs des Amérindiens, des Européens, des Africains annulent d'une certaine manière les mythes fondateurs, et les nouvelles communautés qui vont naître dans les plantations esclavagistes, qui vont donner la biguine, qui vont donner le jazz, qui vont donner la salsa, qui vont même donner le tango, enfin toutes les cultures américaines, vont naître de ce moment précis où
La communauté nouvelle qui va se constituer dans le rapport de ces diversités qui sont forcées de vivre ensemble à partir des plantations coloniales et esclavagistes, cette communauté va articuler sa première parole dans un conte. Et pour nous, le conte est fondateur. Alors, ce qu'il faut retenir de cela, et c'est peut-être là une des grandes problématiques de l'esthétique littéraire contemporaine, c'est que Sapiens ne fonctionne que par des récits. La médiation entre la conscience de Sapiens et le réel se fait toujours par des récits. Et la problématique contemporaine, c'est peut-être la problématique littéraire contemporaine, c'est de se demander si le récit est encore un objet de littérature. Est-ce que nous devons encore, dans nos fonctionnements littéraires et dans nos stratégies narratives, en tout cas là où la littérature s'interroge elle-même et interroge de manière fondamentale et presque fondatrice les nouvelles communautés que nous devons envisager, est-ce que la structure narrative basée sur le récit et qui se réfère au conte, à l'histoire, au mythe et aux genèses, si cette structure est encore valable? Ça, je pense que c'est la question que nous devrions peut-être essayer de traiter aujourd'hui. Hubert Haddad qui nous a rejoint. Hubert Haddad qui nous a rejoint, vous êtes né après-guerre et quand j'entends Patrick Chamoiseau dire le récit est-il encore un objet de littérature, je pense que comme certains auteurs de votre génération en proie au structuralisme, c'est peut-être une question qui s'est posée. Est-ce que je peux encore raconter des histoires? Et vous avez choisi de prendre la voix pleinement, et quand Patrick Chamoiseau disait le Sapiens occupe 80%, il habite 80%, voilà, son imaginaire, vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous avez eu des soucis pour accepter cette part d'imaginaire, ou vous l'avez recherchée et pour vous c'est la base de tout? Je l'ai parfaitement assumé dans un contexte, c'est vrai, où il y avait une hostilité radicale envers le conte, le récit, le roman en général, où justement le formalisme était intervenu pour éradiquer tout ce qu'il pouvait y avoir d'irrationnel, d'appel au fond profond de l'imaginaire, aux abîmes, aux abysses de l'imaginaire. Bon, c'est évidemment l'époque structuraliste, l'époque du nouveau roman. Les choses sont complexes, hein. Les éditions de Minuit sont nées de la résistance et le nouveau roman s'est manifesté pour occulter l'homme en tant qu'homme. Macheray disait à ses étudiants, l'homme n'existe pas. Foucault également. À ce moment-là, l'homme était tellement compromis en France et dans les lieux d'oppression. Il y avait l'Algérie, la guerre d'Algérie qui avait commencé en 56. En 46, il y avait la libération. Il y a un mouvement en Algérie de joie extraordinaire, pensant que dans le mouvement de la libération, eh bien, ils allaient pouvoir enfin, avec la bénédiction de la France, se libérer eux-mêmes. Il y a eu un massacre, comme vous savez, et la guerre a commencé quelques années plus tard. Donc, dans ce contexte-là, le roman était mis sur le banc, parce que le roman, c'est la liberté. Le roman, c'est le trouble aussi. Je parlais de Paul Gaden. Paul Gaden exprime bien ce trouble dostoïevskien de l'après-guerre. Il parle de la guerre, mais il en parle de façon trouble. On ne sait pas ce qu'il a fait, qui il a été vraiment. C'est un extraordinaire romancier, mais il ne s'est pas protégé. Alors que dans le nouveau roman, on exclut l'homme et on est dans la description pure. Hein. Et là, on est tranquille. On est dans un formalisme, et le monde a bien apprécié. Les Américains, aux États-Unis, aujourd'hui encore, on ne jure que par le nouveau roman. Ça arrange tout le monde. C'est un pitch à l'échelle d'un genre littéraire, vous voyez. Et pour moi, le roman, c'est ma seule survie. Je viens d'Afrique du Nord, de parents immigrés.
ils sont venus une première fois en 1939 et ils ont manqué de se retrouver dans les camps. Ils sont repartis dans leur ignorance, puisque c'est des gens sans culture, des pauvres gens, qui ont leur culture, mais orale. Et puis ensuite, à Paris, dans les années 50, et confrontés à l'absurdité de cette après-guerre qui était glaçante pour les immigrés. C'était terrible. Et la poésie est née et advenue. Et l'art romanesque, l'art du conte, n'est que le déploiement du poème. C'est-à-dire que tout commence par le poème, tout commence par le chant, par le poème, et du poème, et on passe nécessairement à une tentative de totalisation sensible de ce qui nous arrive. Donc, évidemment, on est confronté, c'est une chose que probablement on devait ressentir brutalement à ce moment-là, et toujours peut-être aujourd'hui, c'est que l'imaginaire, c'est la totalité. Nous sommes dans l'incréé du langage. Nous ne sommes que langage. Il n'y a à aucun lieu de l'humain, quelque chose qui est fondé matériellement dans l'essence. Dans notre espace culturel, c'est un leurre entretenu de s'imaginer qu'il y a de l'inné en l'homme. Il n'y a pas d'inné. Sinon le fond instinctuel, mais le fond instinctuel, on le partage avec les animaux. Mais on a dépassé ça dans une espèce de fragilité. Grombrowicz en a bien parlé, et qui est notre immaturité infinie. Et c'est l'espace, c'est l'espace de l'imaginaire qui est, ce n'est pas 80% pour moi, c'est tout l'humain est dans ce lieu. Et bien évidemment, on fait mille usages puisqu'on est dans les pouvoirs, dans les guerres, dans les guerres immobiles et dans les guerres massacrantes. Et bien sûr, on fait usage de cet imaginaire. On fait des usages terribles. Un romancier, par exemple, un romancier éhonté, qui aurait pu rester dans le domaine de la science-fiction, s'est dit que finalement il pouvait aller beaucoup plus loin dans la captation de son public, et il a fondé la scientologie, pour Barthes. Eh bien, c'était au départ, et il y en a d'autres, c'est un romancier. C'est un romancier, il écrit des romans, puis tout d'un coup il se dit, tiens, je vais faire une sorte de Bible, et je vais faire un roman particulier, un roman efficace, un roman qui va m'attacher des millions de lecteurs, et ces millions de lecteurs seront ma chose. Vous voyez la puissance de l'imaginaire. Donc, dans l'imaginaire, on doit travailler, au fond, aussi contre l'imaginaire. Parce que il est tellement nous-mêmes à tout endroit qu'il met en question infiniment notre liberté. Et une anecdote, par exemple, quant au pouvoir de l'imaginaire. Autrefois, dans des temps moyenâgeux, eh bien, on poignardait le mythe de l'hostie poignardée, par exemple. On massacrait plein de gens, plein de juifs, on allait dans les ghettos, on les massacrait, parce que tout d'un coup, on voyait dans une église des hosties avec une tache rouge au milieu. C'est que les juifs avaient poignardé l'hostie. À la fin du 19e siècle, on s'est aperçu que c'était un champignon qui se mettait dans l'hostie. Et à cause de ce petit champignon, eh bien, l'imaginaire des foules a provoqué des massacres et des massacres. Donc, bien sûr qu'on doit être dans l'inquiétude, parce que cette liberté, elle est tellement vaste, tellement... qu'à tout moment, elle peut compromettre chacun. Donc c'est un jeu périlleux et qui doit être de l'ordre de la pensée, de l'ordre de la réflexion infinie. Merci beaucoup. Robin Hobb, vous créez des mondes. À longueur d'année, vous créez des mondes. Et Hubert Haddad vient de nous dire que la liberté, c'est tellement vaste que il faut peut-être parfois s'en méfier. Est-ce que pour vous, le mythe dans cette affaire, est-ce qu'il est structurant dans la création de vos histoires,
ou au contraire, est-ce qu'il ouvre à une grande liberté qui peut être inquiétant? If I may go back to Patrick Chamassia's comments, at one point he was delineating that we have the myth that tells us how our world began, and then we move to the myths that create us as a community. Excusez-moi, est-ce qu'on peut traduire au fur et à mesure pour le public? C'est possible? Oui, mais enfin, une idée ou deux quand même. D'accord, ok. Une idée ou deux, sinon ça marche vraiment pas du tout. I feel that in fantasy and also in science fiction, we are free to move back to that stage where we are saying, this is a story of us as a community. We are able, in our stories, to erase nationality, culture, gender roles, and to say, what if? And tell a story that helps us to look at the very large issues from a neutral standpoint. J'aimerais, si vous me le permettez, revenir à ce que disait Patrick tout à l'heure lorsqu'il parlait de la Genèse et des mythes fondateurs qui donnent ensuite naissance aux récits qui structurent nos communautés. Et lorsque nous sommes dans le domaine de la science-fiction ou de la fantasy, en fait, on a la possibilité de revenir à cette première étape où en fait on raconte le récit de la communauté et de ce qui fait le fondement même d'une communauté donnée. Et ça nous permet en fait d'effacer ou de faire abstraction de la nationalité, de la culture, même des rôles qui reviennent au sexe masculin et féminin. Donc on se place du point de vue de « et si ?» point d'interrogation. Et ça nous permet d'aborder les grandes questions, mais d'un point de vue qui est réellement détaché et plus neutre. So, in this world that we create, I may write as if as if my character is part of an indigenous population facing an invader. I may write as if my character is either a slave trader or a slave. And you come into this world and you step into this character, perhaps a post-apocalyptic science fiction future in which you are a survivor, or perhaps someone who is not surviving. And suddenly the very large issues, we are free to look at them with new eyes, divested of our personal histories and the histories of our country. Donc dans le monde que nous créons, nous pouvons nous placer du point de vue par exemple d'un personnage qui appartient à une population autochtone, qui se trouve confronté à un envahisseur. Nous pouvons nous placer ou créer un personnage qui est lui-même esclavagiste ou qui est lui-même esclave. Et nous pouvons par exemple créer un univers qui est un monde post-apocalypse en science-fiction dans le futur. Et là, on peut se placer du point de vue, par exemple, de quelqu'un qui a survécu à la calamité, ou au contraire, quelqu'un qui ne réussit pas à y survivre. Quoi qu'il en soit, on peut aborder les très grandes questions avec une très grande liberté, puisqu'on est débarrassé réellement de notre histoire personnelle, de tous les impératifs que nous impose notre culture. On peut vraiment avoir un nouveau regard. So in this very large imaginary landscape, we are free to simply to consider the very big issues that face us as humanity from a new vantage point. Donc en fait, dans ce nouveau paysage de l'imaginaire, on peut aborder les grandes questions auxquelles nous, en tant que Homo sapiens, nous sommes confrontés, mais avec un nouveau regard. Ian MacDonald, ce nouveau regard dont parle Robin Hobb, vous imaginez des mondes futurs, et dans le fleuve des dieux, vous vous situez en 2047.
qu'est-ce que vous permet le mythe qu'est-ce qui vous permet, et qu'est-ce que ces mythes qui sont des événements passés permettent de comprendre de notre futur? I'm so glad you asked that question. You have fallen right into my trap. I'm going to talk about sex and violence. And it's going to be relevant, and you're going to love it. Because what I'm interested in is not so much where myths come from as where they're going to, how they're changing around us all the time, every second of the day. We were talking on a panel 2 days ago about Hinduism in India, and what a kind of huge accepting religion it is, how it takes things into itself from other religions, other deities, other cultural icons and artifacts. We're talking about how Santa Claus is being gradually absorbed into Hinduism as a kind of a minor Hindu god. It's already absorbed Buddha as an incarnation of Vishnu, and it's absorbing Jesus as another kind of sub-incarnation of Vishnu, and that kind of thing interests me. I will talk a bit more about it in a minute. Alors, je suis tellement content que vous m'ayez posé cette question, que vous êtes tombé dans mon piège. Je vais parler de sexe et de violence, et en plus, ça aura un rapport avec la question. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les origines du mythe, c'est plutôt ce vers quoi ils vont nous amener à l'avenir et leur façon d'évoluer autour de nous. Il y a 2 jours, on était sur un plateau et on parlait de l'hindouisme et de la façon que l'hindouisme avait d'accepter, d'absorber d'autres religions, d'accepter d'autres dieux ou des icônes culturelles, et on disait effectivement que le Père Noël par exemple était en train de devenir un dieu mineur de l'hindouisme, et d'autres ont déjà été acceptés. Jésus notamment fait déjà partie de l'hindouisme. Yeah. Okay, first the violence. In a sense, in the modern world where communication is more or less instantaneous, all myths, all cultural artifacts compete all the time to get space in our heads. There's only a certain amount of space in our memories and in our ability to process information, and there are a lot of entities, of objects, of characters, histories, beliefs, superstitions, all there competing. So, in a sense, it's a Darwinian environment. It is survival of the fittest. And kind of what interests me is what myths survive, how they change, how they evolve through time into the modern world. Sex next. Donc je vais commencer par la violence. Donc dans le monde moderne, où la communication est pratiquement instantanée, toutes ces entités, ces personnages, ces histoires et ces superstitions doivent quelque part lutter pour trouver leur place dans nos mémoires, dans nos cerveaux qui finalement sont quand même limités. Et du coup, on se retrouve dans une situation darwinienne où c'est le plus fort qui survit. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir quels mythes vont survivre ou pas, comment ils vont évoluer pour rester parmi nous. Et donc, après, je vais parler de sexe. Yep. Also, myths trade DNA. Bits of one myth rub off one onto another. This is getting very dirty. I'll try and keep it clean. It's a family audience here. But bits of one myth break off and enter another. They exchange ideas, they exchange parts of themselves all the time. They breed new forms. And I was just saying earlier, if you look at on your badge on the program, right? There's a guy sitting on a rooftop, right, overlooking a city. Who is this guy? We were talking about this just before the panel, and someone said he's Quasimodo. Yeah, he's Quasimodo. He's also Batman. He is also a guy on a rooftop in what looks like Sao Paulo. He's also, if anyone plays Xbox games, he's also Ezio from the game Assassin's Creed. He is the guy who runs around the rooftops, you know, alone above the city, looking down, doing good, doing ill, neither hero nor villain, some dark, unpredictable force. And this is a myth that's kind of come all the way down from, in a sense, Victor Hugo. It's not that old a story, really. But it's evolved, it's taken bits into itself, it's put on bat ears and a cape,
or in Assassin's Creed it's taken on claws and knives to kind of kill evildoers. But it's a myth that's kind of evolved over the years, and it's now very much part of our current mythology. The guy who runs around the roofs at night, the Dark Knight. Donc en fait, moi je trouve que les mythes font des échanges d'ADN. C'est-à-dire qu'ils se frottent tellement les uns aux autres. Alors je vais essayer de rester assez soft dans ma description, parce que c'est quand même un festival familial. Mais il y a des mythes qui vont se casser en deux et qui vont pénétrer d'autres mythes. Et ça crée des nouvelles générations. Et si vous regardez notamment votre programme, il y a cet homme accroupi qui surplombe la ville. On en discutait juste avant le plateau et quelqu'un a dit « Ah bah pour moi c'est Quasimodo ». Moi je me suis dit que c'était plutôt que c'était peut-être Batman. Pour ceux qui jouent à la Xbox, alors ce serait Ezio d'un jeu vidéo donc. Et donc ça peut être un personnage qui soit fait le bien ou le mal, une force sombre comme ça qui règne sur la ville. Donc ce mythe qui finalement viendrait peut-être de Victor Hugo est quand même un mythe qui a évolué et qui aujourd'hui est bien présent parmi nous. Cette espèce de personnage qu'on voit courir sur les toits pour faire le bien ou le mal, mais en tout cas le Dark Knight, donc Batman quoi. Patrick Chamoiseau, qu'est-ce que le recours au mythe vous permet dans vos récits que des récits classiques ne vous permettraient pas? Moi, je crois qu'il faut déjà repartir de la fonction du mythe et de la fonction du conte. Le mythe, la Genèse, le mythe fondateur, tous les mythes annexes, les histoires nationales, les récits de communauté étaient au service de la cohésion de la communauté. Ce sont des structures narratives qui créaient, je dirais, un paysage communautaire. Donc la communauté se racontait de diverses manières. Dans les communautés, l'équation individuelle, c'est-à-dire la possibilité de liberté de l'imaginaire individuel, était extrêmement réduite. C'est-à-dire qu'on était englobé par le mythe de la communauté, englobé par tous les récits de la communauté, englobé par toutes les légendes de la communauté. Ça, c'est la première fonction du mythe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de communauté. Aujourd'hui, l'équation individuelle s'est considérablement développée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore des nations, des patries, enfin des références à des langues, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'homme contemporain est un individu qui construit lui-même son architecture de principes et de valeurs. Donc on s'aperçoit que l'individu contemporain va aller puiser dans tous les mythes auxquels il a accès, dans toutes les légendes auxquelles il a accès et dans tous les récits auxquels il peut avoir accès. Et c'est ça la grande différence. Moi, je suis un grand lecteur de Robin Hood, je suis un grand lecteur de l'Assassin Royal. J'ai lu tous les tomes, je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7, et j'attends avec impatience la suite. Je suis un très grand lecteur de science-fiction. Et ce que je vois chez les auteurs de science-fiction, c'est qu'ils mobilisent dans leurs récits toutes les structures mythologiques de l'humanité. Enfin là, j'exagère, parce que ce que je reproche aux écrivains de science-fiction, c'est qu'ils ne piochent que dans les mythologies occidentales. Toutes les mythologies africaines, asiatiques sont un peu méconnues et pas utilisées. Il y a une sorte d'autisme. En tout cas, ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que les écrivains qui ont recours au mythe le font de manière complètement ouverte. Robin Hood pioche dans plusieurs structures mythologiques pour construire l'univers qui est l'univers de l'Assassin Royal, et ça c'est formidable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mythe ou le récit, ou la littérature par extension, ne peuvent plus avoir cette vocation de fondation de nouvelles communautés. Parce que la communauté à laquelle nous devons faire référence, c'est-à-dire moi je lis l'Assassin Royal, mais en tant qu'individu existant dans une totalité monde. Et ce qui me plaît chez l'Assassin Royal,
c'est qu'il y a une mobilisation de différentes structures mythologiques qui sont cassées, mélangées, qui s'interpénètrent, qui se fécondent de manière absolument extraordinaire et qui me donnent le sentiment d'être devant un arc-en-ciel mythologique, un arc-en-ciel de contes, un arc-en-ciel de structures d'imaginaire qui auparavant appartenaient à des communautés isolées. Maintenant, l'individu, l'écrivain, peut mobiliser tout cela. Ce qui fait que le mythe ou la structure mythologique, je préfère plutôt parler de structure mythologique plutôt que de mythe, la structure mythologique utilisée par les écrivains contemporains ne servent plus à créer de nouvelles communautés, mais servent à permettre à des imaginaires individuels de penser une totalité qui est la totalité monde. Et la puissance de la science-fiction aujourd'hui, par son recours je dirais à des mythologies composites, c'est de nous libérer des anciennes perceptions identitaires pour nous dire, attention, ce qui est à notre portée, ce sont tous les récits du monde, toutes les mythologies du monde et toutes les légendes du monde. Donc, la fonction du récit aujourd'hui n'est pas de fonder des communautés, mais de permettre à des individus de déployer un imaginaire du monde. Et plus cet imaginaire du monde sera puissant, plus le recours à des structures mythologiques diverses et variées vont se faire. Ce qui fait que moi, dans mes romans, lorsque j'utilise des structures mythologiques, c'est plus pour montrer l'éclatement des enfermements mythologiques. Nous ne sommes plus dans cette logique où le mythe me servait de corset mental, où le conte ou la légende était mon corset français, mon corset anglais, mon corset sioux, mon corset zoulou. Non, tout ça n'existe plus. Nous sommes vraiment dans un marché des mythologies qui nous permettent aujourd'hui de nous ouvrir sur une totalité monde. Mais ça, c'est le point de vue de base. Mais il y a un autre point de vue, enfin une autre nécessité, qui est que la fonction de la littérature elle-même a changé. Elle ne fonde pas des communautés, elle permet simplement de témoigner d'expériences individuelles. Lorsque je raconte une histoire, je ne raconte pas une histoire pour fonder une communauté antillaise, une communauté créole, je raconte simplement comment moi, avec mes lectures de l'Assassin Royal, avec mes lectures des anciennes mythologies, avec les lectures des grands poètes, etc., qu'est-ce que je fais de tout cela pour exister dans une totalité monde? Et ce que je transmets, ce n'est pas une vérité, ni un corset mythologique, ni un corset légendaire. Je transmets une expérience qui est riche de toutes ces possibilités narratives qui existent dans l'esprit humain. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'idée que le roman soit une création européenne. Je crois que la structure romanesque est présente dans toutes les grandes sagas des communautés. Il suffit de prendre toutes les grandes sagas des communautés archaïques, toutes les structures mythologiques anciennes, on trouve déjà toutes les structures narratives et notamment l'amorce de la structure romanesque qui est une forme très très ouverte. Et la forme très ouverte, elle est dans tous les épiques et toutes les grandes mythologies archaïques. Hubert Haddad, sur cette évolution du mythe en fait, j'ai l'impression que les mythes ou les structures mythologiques, ou les mythologies composites, c'est comme une langue, c'est extrêmement vivant. Est-ce que pour vous, quelle fonction ça a? C'est une fonction immédiate et active. Nous sommes contemporains des mythes. On est dans une illusion de perspective du fait de notre médiatisation seconde, tertiaire, pensant que des bibliothèques et des siècles nous séparent de l'origine. Mais l'origine, elle est devant nous. Nous sommes, les mythes sont en travers de nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous venons de naître à l'instant, nous sommes sur un sol d'astres et nous allons disparaître mystérieusement. Et cette disparition est source de tous les questionnements. Et nous sommes donc à fleur de mythes. Le mythe d'Antigone, d'Édipe, d'Orphée, c'est notre vie elle-même. Chacun va connaître
va vivre à un moment de sa vie, et peut-être à un moment qui lui échappera, qui sera celui du dernier instant, le mythe d'Orphée. Et donc, toute la littérature, elle est traversée par... Pourquoi les mythes ont traversé le temps? C'est parce qu'ils sont dans un questionnement immédiat. Et évidemment, avec les dérivations des légendes et des contes, mais dans le roman même, le mythe est en activité, en éruption. Quand j'écris un fait divers, par exemple, cet accident d'avion dans la Cordillère des Andes, dans les années 70, eh bien, des jeunes gens de bonne famille décident tout d'un coup de ne plus bouger, de rester enfermés dans une espèce de cercle schizoïde, et puis de manger les corps, de dévorer les corps. Donc on remonte au fond des temps, et là, tout ça, ils vont utiliser leur culture, leur mythe personnel, leur mythe vivant, l'Eucharistie. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est un mythe. Et nous vivons des mythes au présent que nous appelons pas mythes, évidemment, parce que sinon on se scandalise dans notre actualité. Et il faut utiliser l'Eucharistie pour dévorer les gens, et tout ça dans une régression terrible, parce que ça implique quoi? Évidemment, comme ils ont décidé de ne plus quitter le cercle, ils sont en autarcie, et ils vont supputer évidemment sur les blessés les plus faibles, et à la fin il y aura une équipe de sportifs hyper vitaminés qui va sûre d'elle, et avec dans son imaginaire l'idée d'avoir accompli le mythe positivement. Ou bien dans un autre roman comme Palestine, j'imagine une jeune palestinienne anorexique qui a perdu son frère et qui tout d'un coup se retrouve avec un soldat israélien blessé qui n'a pas l'apparence puisqu'on l'a habillé et qui voit son frère dans ce jeune homme, parce qu'il lui ressemble, parce que les gens se ressemblent, parce qu'on est tous pareils. Et c'est le mythe d'Antigone qui s'accomplit. Mais quand j'ai écrit la scène, ou quand j'ai écrit Palestine, je pensais à aucunement à Antigone ou à Chronos et ses fils. Hein. Mais les mythes fondateurs m'ont traversé, et ils sont là en activité. La force du mythe, c'est qu'il parle de notre être profond, il parle de notre réalité, de notre projection infiniment mystérieuse dans l'énigme du monde. C'est la vie intérieure dont parle Joseph Campbell, qui est spécialiste des mythes. C'est le développement de la vie intérieure, selon vous, le mythe? La vie, elle est dans une totalité expressive. Un somnambule a aussi une vie. Un somnambule qui s'imagine être dans l'extériorité et qui a des ambitions de pouvoir, il est évidemment traversé par sa vie, par cette intériorité, par cette vie intérieure. On est porté, traversé, et dans un jeu étrange d'éveil et d'oubli. C'est notre être qui est une pure énigme et que nous voulons absolument mettre entre parenthèses, alors que nous vivons, proprement nous sommes au monde poétiquement, mais nous ne sommes pas, comme le disait Heidegger, dans la maison de l'être. L'être n'a pas de maison, il est sous le grand ciel. Hein. C'est la différence. Donc on ne peut pas nous enfermer dans une maison. En parlant évidemment, parce que tout ça est fait de langage, en parlant de l'espace de langage qui est notre seule réalité. Je disais tout à l'heure que pour moi, tout est acquis. Et c'est l'évidence même qu'on ne veut pas voir. Les inéistes, plutôt droitiers, considèrent qu'à 80%, nous sommes dans l'inéité, c'est-à-dire que nous fonctionnons selon des acquis de classe quasiment. Hein. Et à gauche, on dirait plus de 20%
Mais l'esprit est le même. Non, nous sommes dans l'incréé du langage et tout est invention. Tout est invention, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est fait de main humaine et de l'imaginaire. Et tout ça dans la perspective des mythes. Robin Hobb, vous créez des mondes. Est-ce que, et souvent dans vos cycles, en vous lisant, on a vraiment vous écrivez des romans d'apprentissage. Est-ce que les mythes et le recours aux mythes a pour but de donner un sens à la vie, et comme vient, je crois, de l'évoquer Hubert Haddad, de préparer à la fin et à la mort? I truly don't know. Je n'en sais que trop rien. I think that for me, I write stories more because I have questions than because I have answers. So, to me, when I write, I have a chance to ask myself a question, and then, through the eyes of my characters, to look at what might be an answer from different perspectives. Quand j'écris, c'est davantage parce que j'ai des questions à poser, et il y a un questionnement, et non pas parce que j'ai les réponses. Donc, quand j'écris, c'est pour pouvoir poser la question, et ensuite, me plaçant du point de vue de mes personnages, d'y apporter des éléments de réponse, certaines réponses différentes, suivant les personnages. Alors, je reprends ma question différemment. Est-ce que le recours à la mythologie et au mythe vous permet de structurer et d'éclairer votre questionnement? Yes, I think that would be true. When I am beginning to tell a story through the eyes of the character, the world is interpreted through that character. And if I am doing a good job as a writer, then the character is completely shaped by the world myth that he exists in, the agreed upon reality of his world, which, if I'm doing an excellent job as a writer, may be very different from the reality that we agree upon through our language and the myths of our cultures. Oui, en effet, quand je pose la question et que je tente d'y répondre de la bouche d'un de mes personnages, le personnage, en fait, se place entièrement du point de vue de sa propre réalité et de tout ce qui a façonné sa réalité et sa culture. Et donc, si je me suis bien acquittée de mon travail d'écrivain, c'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que la réponse qu'il apporte aux questions est absolument cohérente avec la réalité qui l'anime lui. Sur cette question de culture, Patrick Chamoiseau, est-ce que le mythe ne permet pas, enfin, quand vous parliez tout à l'heure de structure mythologique et de mythes composites et de mythes recomposés, est-ce que